Salut à vous, salut Cyril. Bonjour Mathieu. On est dans une vidéo sur nos jeux du moment, les jeux qu'on a dans le viseur, avec 3 titres, 300 My Father's Work ou Le Secret de mon père et Rajas of the Gange de Dice Charmers. Des éditeurs nous les ont envoyés pour se prêter au jeu de la critique. Nous, on y joue avec plaisir et on va vous dire ce qu'on a pensé de ces jeux. Donc on va commencer par Rajas of the Gange Dice Charmers. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que Rajas of the Gange? C'est un jeu de plateau du couple Brandt. Ouais. Et où il y a un twist intéressant, c'est que pour gagner la partie, il faut faire croiser deux pistes qui sont la piste de l'argent, donc on va produire de l'argent dans le jeu, et aussi en dépenser un petit peu, et la piste de points de victoire. Et une fois qu'on arrive à faire croiser ces deux pistes, la partie se termine. Et en plus, c'est un jeu de positionnement de dés et d'ouvriers. Effectivement, oui. Et après, il y a de la construction de bâtiments, il y a des dés qu'on va pouvoir utiliser, puis il y a une piste, la piste du Gange. Ouais, il y a la piste du Gange qu'on va remonter. Donc c'est un jeu assez complet. C'est un jeu assez complet, mais pas trop compliqué. Et moi, je l'ai trouvé super fluide. Je l'ai découvert il y a pas longtemps avec Dice Charmers parce que l'éditeur nous a également envoyé le jeu de base. Et je l'ai découvert à cette occasion-là. Je l'avais raté lors de sa sortie à Essen. Et j'ai trouvé ça super agréable. C'est amusant, en fait. C'est un Eurogame qui est fun, qui trouve des petits mécanismes pour être amusant, pas juste dans le calcul. Ouais. Et du coup, cette version Dice Charmers, comme l'indique son nom, il y a des dés. C'est un roll and write, comme Tréfuté, Welcome, etc. On va jeter des dés, on va en sélectionner un. Et puis on va écrire, et quand on est premier joueur, on va bloquer une couleur de dé, et puis après tous les joueurs vont sélectionner un dé et faire quelque chose. Est-ce qu'on retrouve bien l'ADN du jeu de base, à ton avis? Oui, parce qu'au final on a les personnages, on retrouve les personnages que là on va pouvoir activer, on retrouve les routes qu'on va pouvoir construire. Dans son domaine, pour débloquer les bonus. Dans son domaine, qui était finalement le plateau que l'on se construisait, cette fois avec des tuiles dans le jeu de plateau. On retrouve le Gange, qui nous permet de gagner des bonus, et les marchés. Donc on retrouve tout l'ADN du jeu finalement. Et alors je trouve qu'on a moins de souplesse. Par exemple sur le Gange, on a des cases qui ont des symboles, et le dé qu'on récupère va nous faire avancer jusqu'à ce symbole. Et du coup, il y a des moments où on avance trop, ça nous fait beaucoup avancer, sachant qu'on ne pourra jamais reculer, sauf pouvoir de personnage. Et il y a des moments où tu te dis, ah bah c'est la case suivante, elle est pas incroyable, mais ça me fait avancer sur la piste. Mais ça crée un dilemme aussi. Ça crée un dilemme. Et puis ils sont surtout de plus en plus intéressants sur la piste. Donc des fois d'avancer beaucoup, ça peut être intéressant. Ça dépend de... Et après, il y a des marchandises, le système de marché, il a complètement changé, c'est l'élément du jeu, le module de jeu qui a changé le plus. On va récupérer des dés pour récupérer des ressources, et après on va pouvoir les vendre. Moi j'ai trouvé que ça c'est le truc qui me convainquait pas. Mais en fait, même dans le jeu de base, c'est le truc que j'aime le moins parce que c'est un peu le truc le plus routinier. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord. Et puis, il y a un moment dans le jeu de base, il faut bloquer un joueur qui commence à se lancer là-dedans. Et c'est un peu la faiblesse du jeu de base. Là, c'est un peu roboratif parce que on va cocher des cases, on espère pouvoir, on les produit, après il faut les vendre. Donc c'est un peu en deux temps. Ouais. La séquence est pas très passionnante en fait. Non, c'est ça. Ouais. C'est moins amusant que l'idée de tracer les chemins et d'aller chercher des bonus. Et puis c'est même moins profond au final parce que quand tu vas tracer tes chemins sur ton domaine, suivant ce que tu prends, il va falloir que tu ailles à un endroit ou un autre parce que ça débloque des bonus, parce que ça te permet de passer par des palais qui te donnent du prestige. C'est un peu moins profond que le jeu de base, mais en même temps il y a des choix à faire, surtout sur la partie de la construction du domaine, parce que on va placer nos chemins et on va essayer de les organiser pour que ça soit pile poil, que ça passe à travers nos bâtiments pour récupérer des points de prestige, pour débloquer des bonus. Donc on a quand même pas mal de choses intéressantes, ça c'est vraiment cool. Mais en même temps, alors il y a des règles, les règles de chemin, elles sont horribles. Ouais, c'est toi qui les as lues, moi j'ai profité de la partie, donc j'ai pas eu ce souci-là, mais effectivement oui, c'était pas évident, ne serait-ce que même sans avoir lu les règles, le positionnement est pas très intuitif quoi. Matt Ravel qui chronique aussi et qui est passé dans nos capsules ici, c'est pareil, il y a joué et il m'a dit la même chose. Moi j'ai trouvé qu'il y avait de l'attente, alors j'ai joué à 2, à 3, à 4 et à plus de 2 il y a beaucoup d'attente. Enfin, en fait, le problème, c'est que l'avantage de Roll and Write en général, qu'on prenne n'importe quel Roll and Write, Welcome, Demeter, c'est qu'on joue tous en même temps. Le problème, c'est que du coup, il y a
peu d'interaction, une interaction à la marge, des petits bonus, des petits. Dans celui-là, il y a une interaction qui est forte forte, un petit peu quand même, puisqu'on enlève un dé. Et puis c'est un draft de dés, donc dans l'ordre on choisit un dé. Du coup, il y a cette interaction-là. Le problème c'est que tant que c'est pas notre tour, on fait autre chose. Et c'est ça, tu peux partir faire la vaisselle et on peut partir, ouais, c'est ça. Pardon. Non, pas de souci. C'est en plus quand t'es premier joueur, il y a tout un tour qui se passe. La manche se finit, tu deviens dernier joueur. Et en fait, ça peut être hyper long. Ouais, du coup, il faut jouer à 2 ou 3 maximum. 3 max. Ouais, c'est ça. Après, en plus, il y a un côté explosivité, comme dans les jeux du genre où petit à petit, on va débloquer des bonus qui vont faire des bonus en cascade. Ici, c'est le cas aussi. Ce qui fait que les premières actions, c'est un peu ballot, c'est je vais prendre un machin. Et puis après, tu passes 5 minutes à faire ton tour. Ouais, à la fin, il faut même être très séquentiel puisque je vais débloquer un bonus. Ce bonus va me permettre de débloquer je finis mon action. Alors ce bonus me permet de débloquer ça, qui me permet de débloquer ça. Et c'est là où en fait on pourrait même tricher sans le vouloir parce que on enchaîne les actions. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait dans le bon ordre? À titre personnel, je trouve ça un peu gênant parce que on est à l'attente de l'autre. Alors effectivement, quand on a sélectionné son dé, les autres peuvent jouer, mais en fait, ils peuvent surtout analyser les dés qui leur restent si on leur a pris le dé qui les intéressait. Oui, c'est. Mais après, moi, ce qui m'a plus dérangé, non seulement, effectivement, comme tu dis, la séquentialité qui devient un peu lourde cognitivement, c'est qu'en fait, les premières actions en comparaison, les enjeux ils sont pas très élevés, du moins en apparence. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu joues un peu, tu te rends compte qu'il y a des trucs à faire, mais en fait, c'est qui est rigolo, c'est que au début, t'as tendance un peu, moi j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à toujours faire la même chose, c'est augmenter rapidement la puissance des palets. Comme ça, dès qu'on va gagner des points, on va pas gagner un point, on va gagner 2 ou voire 3. Donc, on essaye de retarder le plus possible les routes pour aller construire, pour aller augmenter la puissance des palets. Et puis après, on commence à faire des palets. Et je vois pas trop, le manque de profondeur, il est là pour moi parce que je vois pas comment on irait faire autrement. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui est dommage. Et je préfère très largement la version de base sans roll and write. Surtout qu'elle est simple. C'est ça en fait. Elle est simple et du coup pour un public qui pourrait jouer au roll and write, on peut sortir la version plateau. C'est plus agréable, c'est plus joli et ça tient 1 heure à peu près. Ça tient dans le même temps. Ça tient à peu près dans le même temps. Ouais, c'est ça. Écoute, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire ici. On va passer au deuxième jeu qui sera 300. Et maintenant, on va vous présenter 300 qui fait partie d'une gamme qui est sortie par chez Nuts Publishing, un éditeur breton. Donc, elle s'appelle Ration de combat et le principe, c'est que ça va être des jeux à 2 sous format minimaliste. Alors, le premier, c'est d'un auteur japonais et c'est celui dont on va vous parler maintenant, c'est 300. Et donc 300, comme l'indique le titre, c'est les guerres puniques. C'est les Grecs contre les Perses. Les cités grecques vont s'unir un petit peu, tant bien que mal, contre la Perse. C'est un jeu très asymétrique, dans lequel on va essayer de tirer un petit peu à la corde le contrôle des différentes cités, parce que le Perse va faire 5 expéditions, 5 tours, et le Grec, lui, il a beaucoup moins de troupes, beaucoup moins de flotte que le Perse, qui a une armée de cubes, une brouette de cubes, mais par contre, le Grec a des armées supérieures, et il a des meilleures positions, mais en même temps plus de points à grappiller. Ouais, c'est le principe de la symétrie. Là, on est vraiment dans un jeu très asymétrique et c'est assez intriguant parce que quand on est le Perse, moi j'ai joué le Perse, en fait, on se retrouve avec plein de possibilités. On se dit, je vais créer des armées, je vais acheter des cartes, on a moyen d'aller construire un pont. Et puis ensuite, on fait la phase suivante qui est les déplacements, qui est le moment de gameplay. Et là, on va se frotter à l'adversaire qui a l'air faible. Et pourtant. En fait, effectivement, on va commencer par cette phase de ravitaillement. Donc, on a des points d'action, des talents à dépenser pour recruter, pour piocher des cartes. Alors, les cartes, elles viennent d'un paquet commun, mais en fait, il y a un effet perse et un effet grec. Oui. Il y a des événements parfois où le roi peut se faire assassiner ou mourir. Donc, ça met fin à l'expédition. Du coup, le Perse, il a pas trop intérêt. Ça nous est arrivé 2 fois. C'était assez drôle. C'était cool pour moi. Oui. Mais ça s'est pas joué beaucoup sur la fin de la partie. Ça s'est pas joué à beaucoup et c'est drôle parce qu'effectivement, le Grec, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il temporise. Il essaye de tenir le plus possible.
et le perse il est obligé d'attaquer, ce qui correspond pas trop à mon type de jeu en général. Et en fait, ben moi dès le début, je tombe rapidement sur le roi qui est mort. Ben hop, un tour de fini quoi. Mais je trouve que c'est un peu un stop ou encore, tu vois, qui t'incite à pas trop piocher, parce que les cartes, on va pouvoir les utiliser pour leur texte, mais aussi pour faire des mouvements. En fait, c'est nos points d'action après. Et en fait, moi j'étais tellement jaloux de toi, parce que toi t'avais 12 points d'action, et moi j'en avais 6. Oui, ça c'est sûr effectivement. Mais après, t'en fais tellement pas grand chose au début. Alors j'ai fait l'erreur de pas construire le pont. Je pense que c'est l'action numéro 1 à faire. Donc effectivement, il y a un pont naval qui permet de faire passer ses troupes, sinon on va les faire passer par ces flottes. Mais en fait, le pont naval, c'est la moitié de ton tour, c'est 6 points d'action. Et c'est énorme, sachant que t'as intérêt à défendre ta ville, sinon moi je peux venir assiéger ta ville et le détruire. C'est vrai aussi. Ouais. Et en plus, une fois qu'on fait des combats et qu'on commence à conquérir des villes, il faut penser à sa route de ravitaillement. C'est ça le plus dur, parce qu'effectivement, et justement c'est là où le pont sert, c'est qu'on va pouvoir, enfin, il faut que on soit connecté aux villes, ou alors qu'il y ait un bateau qui puisse être connecté. Et du coup, si on n'a pas ça, en fait, même si on a mis plein d'armées, ben, hop, elles disparaissent. Et c'est assez violent. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. J'ai trouvé ça excellent. Un peu à mettre dans la gamme de The King is Dead. C'est ce que j'allais dire, tout à fait. C'est le petit jeu malin comme ça, où il n'y a pas énormément de règles. Et tout est dans le côté tactique et le côté... Ouais, et puis t'as plein de possibilités qui sont à la fois thématiques. Moi, je connais bien l'histoire grecque, pour le coup, et je me suis retrouvé carrément dedans. Et je voyais toutes les petites références. C'était bien fait. C'était hyper thématique. Chaque carte est super bien pensée. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 14. Je sais pas combien il y en a, effectivement. Il y en a pas énormément. Ouais. J'ai pas compté, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Et tu sens que chaque événement, chaque carte, chaque positionnement a été pensé avec une minutie. Moi, c'est bijou. Ouais, c'est vrai que c'est gameplay intelligent. Ouais. Visuellement, c'est joli quand même. C'est très joli. Ouais, ça a son style. Et puis voilà, ça s'installe en 5 minutes. Ça s'installe en 5 minutes, ça se joue en 20-30 où les neurones brûlent pas trop. En tout cas, j'ai trouvé. Mais en même temps, chaque choix est cool. Ouais, c'est déterminant. Ouais. Déterminant, parce qu'on va jouer une carte pour son effet ou pour se déplacer. Donc, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que je la garde parce que je peux préparer un petit coup, ou est-ce que il va falloir que je l'utilise pour me déplacer et tenter une invasion. Ah ouais, c'est vraiment une très très belle surprise que ce jeu. Maintenant, je te propose qu'on passe au jeu qui trône ici, Le secret de mon père, ou My Father's Work. On va vous parler donc de ce dernier jeu, Le secret de mon père, ou My Father's Work. Alors, on a reçu un exemplaire de proto/pré-prod, mais qui était vraiment très très beau. Quasi final, je pense, au niveau du matos. Ouais, c'est thermo, enfin, les plateaux sont ajourés, voilà. Les ressources sont super jolies. Ouais. C'est vrai que au niveau édition, on se dit ah ouais, là il y avait besoin d'un Kickstarter pour avoir des petites fioles pour les produits chimiques, des petits engrenages, des pièces en métal, des petits cercueils pour les cadavres qu'on va ramasser. Oups, mais pourquoi est-ce qu'on ramasse des cadavres? Parce qu'on est des savants fous, on est une famille de savants fous, et on a envie de faire des expériences un peu particulières avec des cadavres, avec des animaux, des engrenages. Effectivement, on est dans un univers à la Frankenstein où on fait des expériences biomécaniques sur l'au-delà, un petit peu gothique en fait, complètement horreur gothique. Ouais, et effectivement cet univers à la Frankenstein, on le retrouve aussi. Quoi. Et tout ça est porté par une application, et cette application, elle va venir rythmer chacune de vos manches. On va jouer 3 manches par génération. À la fin de chaque génération, notre village change, l'univers va changer un peu, les thématiques de jeu vont changer. Et on va avoir un petit reboot, on va faire une espèce de mini-partie dans la partie, avec une génération suivante, puis une 3e génération. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans une partie? Alors, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Là, la base, vraiment, c'est un jeu de pose d'ouvrier. On va envoyer en fait, on a plusieurs personnages au début. On a notre avatar, on a son époux, son épouse, et on a un apprenti. Et en fait, il y a le plateau central, en gros, c'est le village. Et on va aller sur le village collecter des ressources. Alors c'est de la pure collecte de ressources. C'est là où on va aller chercher nos animaux, nos cadavres, etc., etc.
Et puis après, on va faire des expériences, puisque il y a un système de cartes. On va on va utiliser, on a notre apprenti, pardon, c'est un ouvrier spécialisé, qui lui va on a notre plateau central, notre plateau personnel, pardon, et on va pouvoir aller dans le labo et utiliser toutes ces petites ressources pour fabriquer des choses. De l'homéopathie. De l'homéopathie. Il y a une carte homéopathie, ça nous a bien fait rire. Il y a beaucoup d'humour dans le jeu. Ouais, il y a beaucoup d'humour dans les cartes, dans la narration. Ouais. Mais pas que de l'homéopathie, aussi des trucs bien sales. Des trucs sales et sanglants. Effectivement, après, notre assistant, il est peut-être trop monstrueux, on l'a peut-être un peu bricolé, ou alors il est louche, et du coup, il peut pas aller au village, lui. Il est interdit de village. Et de la même manière, nos domestiques, on peut recruter des domestiques aussi, ou notre époux ou épouse, on peut leur dire de faire des expériences, sauf qu'ils sont pas équipés pour ça, ils deviennent complètement fous, on peut les perdre pour toujours, ou on pourra recruter d'autres domestiques, c'est un peu de la chair fraîche. Okay. C'est vrai que ça c'est un peu bizarre. C'est cynique, même son épouse, oui. On peut tout à fait perdre son épouse ou son époux de cette façon-là, et puis tout prochainement on peut aller chercher une nouvelle épouse. Tu vas au bar ou à la mairie, tu trouves quelqu'un, et puis ça va mieux. Peut-être c'était comme ça que ça se passait à l'époque, c'était simple. Et il y a une notion d'héritage entre chaque génération. On va garder que certaines choses, mais le monde va changer. C'est-à-dire que le plateau village, en fait, c'est un cahier à spirale, et vous allez le tourner sur une certaine page en fonction de vos conséquences, des conséquences de vos actes. Et par exemple, dans le scénario qu'on a joué, alors je vais essayer de pas trop spoiler, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop grave si vous avez des petits éléments de scénario. Dans le premier scénario dans la première génération du premier scénario, le fardeau de la maladie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une maladie qui s'installe, la fièvre jaune. Le clergé est complètement désemparé, on n'a plus d'hôpital, et du coup le clergé fait appel à notre générosité. Nous, on est content d'avoir des cadavres, mais le clergé, lui, ce qu'il veut, c'est des sous. Et donc on peut donner des sous pour peut-être financer un hôpital. C'est ça qui est assez drôle, parce qu'il y a moyen d'aller faire cette action-là, on sait pas trop exactement, enfin on sait pas exactement à quoi elle sert, on sait pas les impacts que ça va avoir, mais effectivement ça va avoir un impact sur l'histoire future, hein. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et effectivement, il y a des impacts assez majeurs de chaque événement. Moi, j'ai fait plusieurs parties, et on n'a qu'un seul scénario dans cette boîte de pré-prod. Il y en a 4 dans la boîte finale. Mais en fait, le même scénario, il a tellement de ramifications que mes parties se sont jamais ressemblées, à part ce premier acte. Oui. En fait. Donc ça, c'est un point plutôt positif, sachant qu'en plus, c'est très bien écrit. Comme on l'a dit, c'est drôle, et en plus, c'est vraiment... il y a cette espèce d'écriture un peu victorienne, mais modernisée quand même, c'est pas trop vieilli, et c'est vraiment hyper agréable d'immersion. Le matériel est immersif, la direction artistique aussi, c'est vraiment très joli. C'est vrai que de ce côté-là, c'est super sympa. On est vraiment dans le jeu, enfin tout est bien respecté au niveau du thème. Et je dirais même que le thème, alors il y a un petit côté difficile d'abord du thème, parce que à chaque génération, comme on change d'avatar, oui, on revient un petit peu à la case zéro. Alors pas tout à fait, parce que les améliorations, les bâtiments qu'on a construits dans le domaine restent pour les générations futures, on peut consigner des connaissances, mais il y a un système un petit peu de reviens-y, on refait un peu la même chose, et je crois que ça, on a été unanime autour de la table. C'est thématique, mais c'est pas incroyable. Ouais, clairement, moi, c'est mécaniquement, c'est là où on m'a perdu. C'est vraiment, j'ai eu l'impression allez hop, on repart pour un cycle, et on recommence la même chose. J'ai fait des expériences, je peux garder qu'une carte. Il va falloir que je refasse des expériences basiques, alors que généralement dans les jeux, il y a un petit côté moteur, on a envie de monter. Non, là, c'est le moteur il s'écroule, il faut recommencer. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que on est dans du répétitif. En fait, surtout que ce qu'il faut dire, c'est que les parties sont longues. C'est genre ils disent 2-3 heures. 3 heures, c'est une partie vraiment. Ça peut durer plus. Nous, je crois que ça a duré 3h30. Ça a duré même un peu plus que ça, mais il faut dire quand même que le jeu est en anglais, que c'est une version proto, et que on n'est pas forcément tous bons en anglais, et que des fois l'application nous appelle. Oui. Donc il faut que l'on... Ça, c'était rigolo aussi d'ailleurs. C'est qu'il faut qu'on lise le texte, on a un choix à faire, et il faut qu'on se rappelle qu'à un moment donné, il va y avoir un impact. Donc ça, je suppose que l'application, elle le gérera toute seule. Mais... Alors, en fait, le truc, c'est que effectivement, il y a plein d'infos publiques, mais il y a des infos qui sont privées, qui deviennent secrètes, et qui deviennent secrètes, et qui vont avoir un impact plus tard. Et ça, c'est quand même cool. Thématiquement, franchement, c'est génial, quoi.
parce que il y a notre ancêtre qui nous a envoyé une lettre testamentaire, parce que on reçoit une lettre d'un notaire qui nous dit un truc. C'est cool de le savoir en fait. Moi je trouve que vraiment il y a ce côté presque comme un jeu Legacy, mais en une partie et sans destruction de matériel. Et puis c'est immersif dans le sens où moi je sais qu'à un moment donné j'avais déclenché un événement et je savais quelque chose allait se passer. J'attendais que quelque chose se passe parce que ça allait engendrer un problème pour le joueur qui allait le faire. Moi je riais un peu sous cap en me disant à quel moment ça va arriver. Ouais, c'était drôle. Ouais. Et voilà, et je trouve ça vraiment malin. Sauf que il fallait pas l'oublier, étant donné que le jeu est lent, fallait pas oublier. Et là, je suppose que l'application rappellerait pop-up. Ah ben, ouais. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses. Après, moi, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait, en fait, c'est un jeu dans lequel il faut se laisser porter, mais c'est difficile parce qu'on est sur un jeu de pose d'ouvriers, un peu à la viticulture. Et viticulture, c'est mais avec des cadavres. Voilà. Il y a beaucoup de systèmes compliqués et puis en même temps, il y a des moments où on envoie juste un bonhomme pour récupérer un engrenage ou un produit chimique et puis après notre tour est finie. C'est un peu décevant. Ça c'est un peu dommage effectivement parce qu'après il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est la piste de la folie par exemple. Ah oui. Ça c'est rigolo parce que il y a certaines expériences vont nous rendre un peu fous et on va monter sur une piste de folie. Et là on va piocher des cartes. Des obsessions. Ouais, c'est des obsessions. Et donc les obsessions, c'est un espèce de mini-objectif qui nous donne des points si on y arrive, mais si on en a trop et qu'on les a pas fait, si on les a pas accomplis, ça met des malus qui sont pas cool. On devient traumatisé et là c'est le drame. Moi j'en avais un pour vous donner une idée qui était plutôt drôle, c'était que mon avatar il était parano. Tu devenais parano de ton épouse. De mon épouse, ouais. Et du coup elle pouvait plus alors que elle était incapacitée grâce à un bâtiment que j'avais construit d'aller dans les labos faire des choses un peu sales des expériences. Elle pouvait plus elle pouvait plus être toute seule. Parce que il fallait la surveiller. Parce qu'il fallait la surveiller. Et donc ça c'était plutôt drôle parce que du coup l'avantage que j'avais, je le perdais, mais thématiquement c'était vraiment rigolo. Et puis en plus, il y a une piste de peur en fait. Donc si on fait des actions qui sont trop louches, on va devenir suspicieux et il y a une foule en colère. Si vous mettez trop les gens en colère, on a un marqueur foule en colère qui va se déplacer et qui va venir rejoindre notre marqueur de peur, et s'ils se rejoignent, on peut plus rien faire d'autre qu'aller calmer les gens. Donc on va dépenser ces actions pour calmer les gens. Ouais, alors ça c'est bien, thématiquement c'est bien. Le problème c'est que nous on s'est retrouvés dans la situation où il y avait des actions qui nous faisaient augmenter à fond dans cette frayeur. Ah ouais. Et l'action suivante qu'on devait faire, c'était ralentir cet effet-là pour pouvoir à nouveau faire une autre action qui faisait encore augmenter. Et là c'était un peu cyclique, c'était un peu dommage. Mais peut-être que c'est ce scénario-là qui... C'est vrai que cette partie de ce scénario-là, enfin, c'est genre une époque, Ouais, c'était la dernière époque. C'était la dernière époque de la dernière génération. De la dernière génération. Du coup, c'était pas trop grave, parce que c'était 1/9 de la partie, mais ça reste quand même beaucoup. C'est vrai qu'on se dit que ça finissait un peu en eau de boudin. Après, ça peut changer un petit peu, ça peut devenir meilleur avec la version finale du jeu. Mais finalement, moi, je trouve que vraiment c'est cette force-là, la thématique qui traverse tout, et le système est très ouvert. Et je pense que c'est un peu le prix à payer pour avoir un truc aussi thématique, tu vois. C'est que t'es obligé de rajouter tous ces petits modules thématiques pour pouvoir les twister, pour pouvoir les modifier, pour pouvoir jouer avec en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Après, au niveau thématique, j'ai ma dose, c'est cool. Au niveau mécanique, je suis un peu quand même resté sur ma fin. Et j'ai même envie de te dire que narrativement, il me semble qu'il y a un petit souci. C'est que, en fait, de génération en génération, il y a des changements tellement énormes qu'on va introduire des nouvelles thématiques complètement... Alors, elles sont pas complètement décorrélées de l'esthétique globale. C'est-à-dire que vous pouvez passer de cette petite épidémie à des loups-garous, à on a trouvé l'immortalité, à des aliens arrivent. J'invente des trucs, vous ferez votre propre avis sur si ça va vraiment arriver ou pas dans vos parties. Et finalement, il y a des moments où on aimerait poursuivre. On aimerait que tout le scénario se base sur la maladie et qu'on développe des choses vraiment en lien avec ce qui s'est passé dans la première génération et que ça a des répercussions jusqu'à la 3e génération. Or là, on a un peu l'impression d'avoir un module de gameplay plutôt qu'un autre module de gameplay et la narration qui va avec.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Mais après, moi, si tu me contrediras peut-être ou peut-être pas. En tout cas, ce qui ressort de mon expérience, c'est que thématique 20 sur 20, même 40 sur 20. Mais par contre, c'est au détriment de certaines choses. Et c'est vrai que du coup, mon expérience de jeu a été bonne, mais quand même un petit peu mitigée vis-à-vis de l'expérience ludique, en fait. Ouais, mais je te rejoins totalement. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui a été bien pensé sur la narration, mais au niveau du gameplay, on est dans quelque chose de déjà vu, de déjà connu. Tu prends l'exemple de Viticulture, je trouve qu'il est très bien. Sauf que là, c'est avec des cadavres. Mais on fait pas du vin. On fait pas du vin. On fait du jus de cadavre. Mais en soi, voilà, il y a rien de rédhibitoire complètement dans le jeu. Hein. Ça tourne bien, il y a pas de souci majeur de gameplay à part tous ces petites anicroches qui s'ajoutent et qui ternissent un petit peu l'expérience de jeu. Encore une fois, c'est une version pré-prod proto, Oui. Ça peut changer, ça peut être ajusté, adouci. On verra sur la version finale qui sort l'an prochain. Oui, c'est pour le coup, effectivement, je reverrai peut-être mon jugement avec une application qui est plus en français plus et intégrée plus belle, ouais. et puis un jeu plus fluide. C'est vrai que là, on avait une page HTML un petit peu Un peu austère. un petit peu austère, ouais. Un peu austère. Eh ben, écoute, je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Le secret de mon père ou My Father's Work en anglais, sur les deux autres jeux Dice Charmers et 300. Si vous voulez retrouver nos autres contenus, vous avez le reste de la chaîne YouTube, mais aussi le site ludovox.fr sur lequel on a des articles, des news, des critiques, des tests, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, le pouce, les commentaires si ça vous intéresse. On est super content de lire vos avis et d'y répondre. Et à bientôt sur ludovox.fr. Ciao!